Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on parlera des actions du CNB à l'international avec Marie-Aimée Perron, présidente de la commission Affaires étrangères du CNB. On parlera ensuite du rapport du Club des juristes sur les litiges sériels avec Soraya Amrani Meki, professeure de droit à Sciences Po et également rapportrice du rapport sur les litiges sériels. Et enfin, on parlera du droit à la déconnexion avec Jean-Marc Albiol, associé chez Ogletree Dickens. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. Quelle est l'action du CNB à l'international? On en parle tout de suite avec mon invité, Marie-Aimée Perron, présidente de la Commission des Affaires étrangères au CNB. Marie-Aimée Perron, bonjour. Bonjour. Alors, le CNB est présent sur la scène internationale. On va en parler en détail. Tout d'abord, on va revenir sur une séquence de fin octobre, début novembre, où le CNB s'est rendu au 69e congrès de l'UIA, également un événement de la Banque mondiale. Pourquoi c'était important de se rendre à ces événements? Alors, c'était essentiel parce qu'il appartient au Conseil national des barreaux d'être vraiment présent à l'international, a fortiori dans le contexte mondial actuel. L'Union internationale des avocats, c'est tous les avocats du monde entier qui se réunissent et qui partagent ensemble. Et nous avions besoin de porter la Convention européenne de protection de l'avocat, qui, vous le savez, a été signée par la France, qui a été signée au Luxembourg dont nous assurons la promotion. Aujourd'hui, 27 États sont signataires de cette Convention européenne. Et puis, c'est aussi tous les sujets, toutes les préoccupations actuelles mondiales sur l'état de droit et l'indépendance de la justice, incontestablement. À la Banque mondiale, deux thèmes majeurs: la défense de l'état de droit, et on le retrouve encore et toujours, et puis l'éducation au droit, qui est aussi une priorité, ainsi que tout ce qui est développement. Et le Conseil national des barreaux en a profité pour faire part de son expérience et son expertise en matière d'accès au droit. Accès au droit, c'est aussi tout ce qui est accès aussi à l'intelligence artificielle. Voilà, beaucoup de questions actuellement à l'international. Alors, beaucoup de messages. Pourquoi c'est important de parler d'accès au droit, de développement à l'international? C'est essentiel parce que, comme je le disais, dans le contexte mondial actuel, il appartient au barreau français de faire part de son expertise, mais aussi de s'enrichir de l'expertise des autres. Nous sommes confrontés à un certain nombre de difficultés d'atteintes à l'état de droit dans un certain nombre de pays. Donc ça veut dire être aussi solidaire et travailler ensemble à la restauration de cet état de droit et à veiller à l'indépendance de la justice. Et puis, c'est aussi, nous aussi, nous enrichir de toutes ces expériences. Je parle de l'intelligence artificielle. Ça veut dire une mutualisation des savoir-faire qui est indispensable. Autant avancer ensemble, l'ensemble des barreaux mondiaux. Alors, vous parliez d'inquiétude par rapport à l'état de droit. Cette inquiétude, elle est partagée par justement les autres pays. Bien sûr, elle est d'autant plus partagée que vous, comme vous le savez, la journée de l'avocat en danger le 24 janvier 2026, ce seront les avocats américains, qui est quand même une première. Habituellement, ça peut être les avocats tunisiens, les avocats russes. L'année dernière, c'était les avocats biélorusses. Là, ce sont les avocats américains, compte tenu des atteintes, là aussi, à l'exercice de la profession aux États-Unis. Et nous sommes solidaires de l'American Bar Association, bien sûr. Et ça veut dire aussi être tous ensemble, à être extrêmement vigilants et à nous mobiliser lorsque les atteintes sont incontestables et ne peuvent pas être acceptées, quoi. Alors, vous parliez d'échanges, d'enrichissement justement de ces déplacements. C'est quoi les enseignements que vous tirez de vos déplacements à l'international? Alors, tout dépend les déplacements. Nous avons un certain nombre de lignes
politiques qui sont, d'une part, d'aider les barreaux des pays qui souhaitent adhérer à l'Union européenne, Moldavie, Ukraine, Monténégro, enfin tous ces pays qui souhaitent être adhérés. Nous avons également beaucoup de relations avec le barreau géorgien, sachez-le, parce que nous sommes en train de les aider à réformer leurs textes de loi, leurs textes législatifs, de façon à être conformes et favorables et faciliter leur entrée au sein de l'Union européenne. D'accord. Comment vous les aidez concrètement dans cette rédaction? Ce sont des rendez-vous. D'abord, ce sont des conférences internationales que nous organisons tous ensemble, hein. Et puis, c'est aussi des rendez-vous avec les ministres de la Justice des pays concernés. C'est aussi de travailler avec les barreaux. Nous travaillons actuellement avec le barreau ukrainien, par exemple, sur la lutte anticorruption, sur l'entrée dans la profession, sur l'organisation de l'ordre national des avocats ukrainiens. Voilà. Et c'est main dans la main que nous travaillons ensemble pour faciliter cette intégration au sein de l'Union européenne. Parce que lorsqu'on parle d'intégration, on parle toujours justice, mais ce sont souvent les magistrats et trop peu souvent les avocats. Donc, nous, Conseil national des barreaux, nous faisons le nécessaire avec les autres pays de la zone, bien évidemment, les barreaux des pays de la zone. Bon, on voit que les actions du CNB à l'international sont très variées. Pour vous, c'est quoi la mission du CNB à l'international? La mission du CNB à l'international, c'est déjà d'aider les avocats français à se développer à l'international. C'est fondamental qu'ils aient ce réflexe international. Et donc, nous organisons avec tous les barreaux et tous les représentants internationaux des barreaux une facilitation de leurs relations. Et c'est par exemple de leur mettre des documents à disposition, des conventions de jumelage. Mais c'est aussi faciliter le quotidien de l'avocat, c'est-à-dire d'aider l'avocat à se développer à l'international. Et nous sommes actuellement en train de rédiger et de finaliser un guide de l'installation de l'avocat français à l'étranger avec l'AEFE, l'Association des avocats français à l'étranger, et le barreau de Paris, Conseil national des barreaux, de façon à les aider l'avocat français qui souhaite s'installer à l'étranger, s'il veut s'installer, ouvrir un bureau secondaire à Berlin, s'il veut s'installer au Mexique, enfin n'importe où, peu importe, partout dans le monde, c'est de leur mettre des fiches thématiques et puis les conseils. Voilà. C'est aussi mettre à disposition des outils pour les avocats français. Quel type d'outils? Des outils type glossaire, type document type. Voilà. C'est comment nous, la France, les avocats français ont des talents à exporter et nous devons les aider à les exporter. Et puis, il ne peut pas y avoir de sécurité juridique sans le droit. Hein, donc il faut un cadre à tout ça. Il faut un cadre à tout cela. Et en cela, c'est le développement de l'économie par le droit qui nous tient beaucoup à cœur. Comme vous le savez, nous sommes toujours beaucoup investis sur le développement à l'international des avocats français. C'est aussi de veiller à avoir des relations avec nos avocats, les avocats du Royaume-Uni. En fait, à chaque fois que nous faisons un déplacement d'ailleurs à l'étranger, nous en profitons pour rencontrer les avocats français qui sont dans le pays concerné et de partager avec eux. Et là aussi, c'est un enrichissement pour les aider, d'une part, voir les problématiques et les promouvoir résoudre. Le droit continental. Et promouvoir le droit continental, bien sûr. Ça, c'est un enjeu important. Fondamental. Promouvoir le droit continental, même dans le cadre de l'arbitrage, par exemple. Trop souvent, ce sont les systèmes anglo-saxons. Très bien. Mais il nous appartient à nous de nous battre et de défendre le droit continental. Il nous appartient à nous aussi de défendre la francophonie. Et c'est une de nos actions, ce sont nos actions également. On va conclure là-dessus. Merci Marie-Aimée Perron. Je rappelle que vous êtes présidente de la commission Affaires étrangères du CNB. Merci beaucoup. On continue cette émission. On va s'intéresser aux litiges sériels à l'aune du rapport du Club des juristes.
Le Club des juristes vient de publier un rapport sur les litiges sériels. Quelles sont les propositions de ce rapport? On en parle tout de suite avec Soraya Amrani Meki, présidente de la commission qui a rendu ce rapport. Soraya Amrani Meki, bonjour. Bonjour. On va revenir sur ce rapport, mais tout d'abord, quelle est l'origine de ce rapport sur les litiges sériels? Alors, l'origine de ce rapport, c'était, on était en 2023 et on se posait la question de la transposition de la directive européenne sur les actions représentatives. Et c'était l'occasion de faire un petit peu un bilan de l'action de groupe. C'est-à-dire qu'on nous avait beaucoup vendu, il y a plus de 10 ans, l'action de groupe comme un vecteur d'efficacité de la justice, un vecteur d'effectivité du droit au juge et donc du droit au droit pour les justiciables, et en même temps un outil de régulation des opérateurs économiques. Donc on nous l'avait vraiment bien vendu. Il se trouve que face au constat d'échec et à cette transposition de la directive, le point de départ était de se dire, est-ce qu'on va enfin avoir une action de groupe efficace, effective, utile, à la fois pour les justiciables et institutions judiciaires. Mais en fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait étendre le spectre, parce qu'en réalité, ce souci d'effectivité des droits des justiciables nous a amené très rapidement à nous poser la question de la capacité de l'institution judiciaire à répondre à un besoin de justice. Il y a des contentieux de masse qui occupent des juridictions sur tout le territoire national et que l'institution a du mal à gérer. Donc c'était un enjeu important parce que c'est grosso modo 30 actions de groupe depuis la création, c'est ça? Oui, une trentaine. Il y en a eu 3 qui ont fini par une transaction. On a eu un jugement de responsabilité, mais dans le dossier de la Dépakine, mais qui fait l'objet de recours. Donc finalement, beaucoup de choses, beaucoup de réflexions et finalement peu d'efficacité. Donc on voit que vous dressez un constat assez sévère finalement de l'action de groupe, d'où vos propositions avec ce rapport sur les litiges sériels. Une proposition phare autour du procès pilote, pouvez-vous nous la présenter? Alors, partons du principe que l'action de groupe, même améliorée et très améliorée, ne pourrait pas répondre à ce besoin de justice, on s'est rapidement rendu compte qu'il fallait proposer un autre modèle. Et le modèle que nous proposons, c'est le système du jugement pilote. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, en France, on voit qu'il y a des contentieux qui posent exactement la même question juridique, qui concernent des centaines, voire des milliers de justiciables et qui sont complètement éclatés dans différentes juridictions. L'objectif, c'est quoi? C'est de reconnaître qu'il y a des contentieux en série, d'identifier les séries, de faire remonter cette série à la Cour de cassation pour qu'elle identifie le cas emblématique, qu'elle décide de la juridiction qui va trancher pour la première fois cette question juridique, avec une procédure adaptée, articulée, accélérée, etc. Et de permettre comme cela que tous les contentieux soient résolus beaucoup plus rapidement, de manière cohérente, en évitant des contrariétés de décision et en allégeant énormément la charge des juridictions. Pour le justiciable, c'est extrêmement précieux. Ça veut dire que tout le monde sera jugé de la même façon et qu'on aura une réponse bien plus rapide. Et en plus, dans un contexte où on dénonce l'encombrement de la justice, ça apporte une solution. Ah bah évidemment, évidemment. À quoi sert-il de traiter des milliers de procédures sur la même question de droit? Donc, quand on est à la recherche d'outils de performance qui, en plus, servent l'effectivité des droits des justiciables, c'est une mesure qui est quand même assez simple. En plus, elle existe devant les juridictions administratives. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas devant les juridictions judiciaires. Et ce serait véritablement un vecteur d'efficacité et de performance, parce que ça n'est pas un gros mot de parler de performance pour l'institution judiciaire, extrêmement intéressant. Vous avez un exemple de procès pilote? Alors, on n'en a pas aujourd'hui dans les procédures judiciaires, mais par pour exemple... une procédure qui pourrait très bien s'adapter à un procès pilote. Imaginons, alors je ne vais pas citer de nom, mais imaginons un produit défectueux qui serait constaté, que ce soit dans une voiture, une télévision ou autre, et qui pourrait toucher des milliers de consommateurs, plutôt que chacun aille en justice séparément, parfois pour des intérêts modiques, donc finalement ils ne vont pas en justice, soit qu'ils y aillent, mais avec des contentieux éclatés, avoir une décision pour dire la personne n'est pas responsable, on s'arrête là, la personne est responsable, bien dans ce cas-là, que fait-on? Soit on va à l'amiable pour trouver une solution totalement adaptée, soit finalement on résout tous les litiges, mais seulement sur l'application individuelle. On n'a pas à revenir sur la question de droit. C'est quand même extrêmement précieux. Alors, autre proposition intéressante, c'est l'encadrement du tiers financeur. Concrètement, comment ça se passerait? Alors, il se trouve que les tiers financeurs ont toujours existé en matière d'arbitrage et ils existent en droit français. Ce n'est pas une nouveauté. Et c'est
d'ailleurs une bonne chose. Nous ne sommes absolument pas contre le tiers-financement. C'est une bonne chose, ça peut aussi être un vecteur d'accès à la justice. Simplement, l'Union européenne nous invite à encadrer les tiers financeurs parce qu'en fait, un tiers financeur mise sur une action et se rémunère en prenant un pourcentage du résultat obtenu dans l'action en justice. C'est normal, c'est un service Bien sûr. offert et ils sont rétribués. L'action de groupe, selon la directive européenne, réglemente les tiers financeurs et prévoit bien qu'attention, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts et que la liberté d'agir en justice soit respectée. La difficulté, c'est que c'est réglementé pour l'action de groupe. Il nous semble pas suffisamment. On pourrait réfléchir notamment à un plafond de pourcentage de rémunération pour préserver le droit aux droits des justiciables. Quel niveau? Alors, en Europe, les taux sont très variables. En Allemagne, c'est 10%. Alors, il ne faut pas non plus que ça empêche de financer des actions en justice en Bien France. sûr. Et c'est là l'équilibre délicat. Dans d'autres pays, on considère que quand on dépasse 30%, c'est qu'il y a une présomption que peut-être c'est un peu trop. C'est à discuter et à établir. Mais surtout, notre proposition, c'est que cette réglementation qu'on appelle de nos voeux du tiers financeur doit être appliquée bien au-delà de l'action de groupe. Pourquoi ne pas les appliquer dans les actions regroupées ou dans tout type de contentieux? Ce serait une bonne chose. Alors, il y a un sujet aussi intéressant dans votre rapport. On parle beaucoup d'intelligence artificielle et vous préconisez d'utiliser l'intelligence artificielle pour identifier les séries. Oui. Comment? Alors d'abord, il faut bien insister sur le fait que l'intelligence artificielle est un outil qui n'est pas neutre et qu'il fait l'objet d'une réglementation européenne. Donc l'intelligence artificielle ne doit pas entrer dans la décision des juges, parce que là, c'est une question d'état de droit et de démocratie. En revanche, l'intelligence artificielle utilisée à bon escient pour l'administration de la justice, c'est assez extraordinaire. Et là, on le voit. En réalité, comme les modes amiables, l'intelligence artificielle sont des outils qui peuvent être au service d'un traitement rationnel des litiges en série. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour identifier les séries sur tout le territoire et peut-être pour mieux identifier le cas emblématique qui fera l'objet du jugement pilote. D'accord. Et il y a d'autres recommandations qui vous semblent intéressantes de souligner aujourd'hui? Oui, parce que lorsque nous avons étudié les litiges en série, nous sommes rapidement rendus compte que du fait de la lourdeur de l'action de groupe et du fait qu'elle ne sera de toute façon pas adaptée à tous les types de contentieux, alors c'est très bien l'action de groupe, mais il faut avoir une palette d'actions possibles et imaginables et l'une n'exclut pas une autre. Et D'accord. c'est vrai que face à sa lourdeur, on a vu se développer ce que j'appelle des actions regroupées, c'est-à-dire une entité, une association ou un avocat qui récupère des mandats de centaines, de milliers de justiciables pour faire une seule action en justice. Ça, pour l'instant, ça n'est pas réglementé. C'est du droit D'accord. commun des mandats et du droit commun de la Et procédure. ça fonctionne? Alors ça fonctionne, on a eu des affaires très importantes et qui sont encore en cours, donc je ne donnerai pas de nom, mais qui sont très intéressantes. Simplement, ce que nous disons, c'est qu'il faudrait peut-être préserver les droits des justiciables et s'assurer que, comme la justice devient quasiment comme un produit et qu'on traite le justiciable comme un consommateur, pourquoi ne pas appliquer le droit de la consommation à la procédure? Donc ce que l'on voudrait, c'est que le mandat soit très clair pour les justiciables. Si je fais de la publicité pour récupérer votre mandat, Arnaud, il faut que je vous dise, voilà ce que je vais faire, voilà les préjudices qui seront dans mon action, mais vous êtes libre de venir ou pas, vous êtes libre d'agir pour les autres préjudices ou pas, et à tout moment de la procédure, vous pouvez décider de renoncer. C'est important que vous soyez préservé dans vos droits par cette information dans le mandat. Donc, apporter un cadre et de la sécurité juridique. Exactement. Et puis sur la procédure, quand on a aujourd'hui, on l'a vu, on a des procédures qui donnent 3000 dossiers à Lille, 4000 dossiers à Lyon. On propose d'étendre le régime de la connexité pour que le juge puisse décider de rassembler tous ces contentieux devant une seule juridiction. On va conclure là-dessus. Merci Soraya Merci à vous. Meki. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion est un droit fondamental maintenant dans nos vies hyper connectées, mais qu'en est-il réellement de son application? Quel est le cadre légal? On en parle tout de suite avec mon invité Jean-Marc Albiol, avocat associé au sein d'Ogletree Dickens. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler effectivement d'un droit dont on parle de plus en plus, le droit à la déconnexion dans un moment où on est tous très connectés. Pour commencer, quel est le cadre légal de ce droit à déconnexion? Alors, bref historique.
puisque le droit à la déconnexion va bientôt fêter ses 10 ans. L'historique, c'est la loi d'août 2016, c'est la loi El Khomri, la loi travail, qui a introduit une obligation pour les employeurs de négocier avec les organisations syndicales un droit à la déconnexion. Et ça a été codifié dans le Code du travail, c'est l'article L22 42 17 qui nous dit à chaque négociation sur la qualité de vie au travail et sur les conditions de travail, donc chaque négociation annuelle, j'introduis ce sujet du droit à la déconnexion. D'accord. Et concrètement, si on doit le définir, comment on l'entend, ce droit à la déconnexion? Qu'est-ce qu'il veut dire réellement? Alors, le principe est simple. Le principe, c'est de pouvoir effectivement, à un moment, mais ce qui est simple pour les salariés qui ne sont pas en travail à domicile, sur les horaires de travail, pouvoir être connecté et ensuite avoir finalement le droit de déconnecter de tous les outils numériques, tablettes, téléphones, ordinateurs, en dehors de ces horaires de travail. Donc voilà, pour un salarié qui a des horaires classiques de travail, le principe, on voit bien, il est extrêmement simple. Bien sûr. Il est un peu plus compliqué quand on travaille à domicile et quand on jongle entre ses obligations, vie personnelle, vie professionnelle, tout ça se mélange un peu et ça devient un peu compliqué. Et puis, il y a un autre exemple qui rend les choses un peu compliquées, c'est quand on travaille à l'international. Quand on Bien sûr. travaille avec des employeurs internationaux, avec des décalages horaires, etc. Voilà, comment pratiquer le droit de déconnexion. Mais le principe, il est clair. Pendant mes horaires, je suis connecté, je réponds à mes emails. En dehors de mes horaires, j'ai le droit de ne pas répondre ou de différer l'envoi de mes emails. Bon, on vient de voir les droits et obligations du salarié. Côté employeur, quelles sont les obligations? Alors, soit effectivement, j'arrive à négocier un accord avec mes organisations syndicales, tel que c'est prévu par la loi, soit je le négocie sous forme de charte, c'est-à-dire que c'est l'employeur qui va définir unilatéralement les modalités du droit à la déconnexion. D'accord. Et en ce qui concerne les modalités, il y en a plusieurs. Ça fait appel à la créativité juridique. En général, c'est de quel ordre? Alors, le plus commun, ce qu'on voit vraiment de manière commune dans les sociétés, c'est, vous savez, un bloc signature dans lequel j'indique que, passé les horaires de travail, je n'ai pas l'obligation de répondre à l'email ou, voilà, ou finalement d'interférer avec celui qui envoie l'email. D'accord. Mais il y a d'autres solutions. Il peut y avoir des pop-up qui s'affichent lorsque j'envoie un email tardivement. Et il y a même des sociétés qui prévoient dans le cadre de chartes que, effectivement, le serveur n'enverra pas l'email D'accord. passer une certaine heure, passer 20 heures par exemple, et l'email sera envoyé au lendemain ou pendant le week-end. Effectivement, il n'y a pas de possibilité d'envoyer des emails pour préserver ce droit à la déconnexion, mais c'est à la carte soit de l'accord, soit de la D'accord. charte. Alors, pour bien comprendre, quels pourraient être les dangers d'un salarié qui serait hyper connecté, quels sont les risques? Alors, ils sont de deux ordres. Le premier, c'est en termes de qualité de vie au travail. Il y a un phénomène qui se développe, hein, on le constate tous en tant qu'avocat en droit social, c'est qu'il y a des burn-out, il y a des salariés qui craquent et qui, ensuite, lorsque l'affaire, si le salarié s'en va, vient en contentieux, dit vous voyez, j'étais connecté en permanence, je devais travailler à minuit, je devais travailler le week-end, et qui produit Les les emails? emails qui démontrent qu'effectivement il le faisait. Ça, c'est le premier risque, effectivement, l'atteinte à la qualité de vie au travail. Et le deuxième risque, il est aussi financier, c'est le paiement des heures supplémentaires qui sont aussi justifiées par la production d'éléments. Donc finalement, pour juguler les risques, ce droit à la déconnexion, c'est quelque chose qui n'est pas si mal que ça et qui permet de juguler, de limiter le temps de travail. Donc, il faut vraiment s'atteler à ce sujet parce que ça peut être une problématique, on l'a vu, sur la santé ou une problématique de coût, effectivement. Pour essayer de prévenir, entre guillemets, d'éviter ces risques, quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place? Alors, je pense que ce droit à la déconnexion, il est, lorsqu'il est mis en place, il est vraiment respecté parce que c'est quelque chose qui est populaire et qui permet aussi finalement de souffler, de se régénérer. Il y a certains salariés qui, notamment des managers, qui ont du mal à le respecter.
Je pense que ça, c'est une problématique HR et il appartient effectivement aux directeurs et directrices des ressources humaines d'identifier les personnes qui ont un peu de problème avec ce droit à la Et de déconnexion les et sensibiliser, de les d'essayer de les sensibiliser. inviter à se déconnecter. Voilà, soit par le biais de formation, soit par le biais de conversation. Effectivement, un salarié qui enverrait des emails chaque dimanche matin à 8 heures ou le dimanche à 20 heures en disant j'ai besoin d'action tout de suite maintenant, doit être vu parce que il peut y avoir des urgences. Attention, le droit à la déconnexion n'est pas absolu. Bien Il sûr. peut bien sûr y avoir une urgence. La plupart du temps, ça peut attendre le lundi matin. D'accord. Donc alerter, vraiment avoir une discussion avec ces salariés ou ces managers qui auraient l'habitude de se connecter le week-end, pendant les vacances. Voilà. Voilà, et qui aurait un volume trop important. Certes, le principe du droit à la déconnexion est fixé dans le Code du travail, mais c'est aussi finalement par le biais de chartes de la soft law, donc ça doit être discuté de gré à gré, je dirais. Alors, est-ce que ça veut dire que la culture d'entreprise, elle est plus forte que le droit dans l'effectivité du droit à la déconnexion? Oui, 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 Arnaud, parce que finalement, lorsqu'on ne signe pas un accord, on fait une charte. Et la charte, ce n'est rien d'autre que la projection de la culture de l'entreprise. Et je pense que c'est valorisant pour des candidats, pour finalement des salariés, de dire on travaille dur, mais en même temps, on respecte les temps de travail et les temps de repos. Donc c'est effectivement un appel à la culture d'entreprise et les chartes sur le droit à la déconnexion ne se ressemblent pas toutes. Alors, essayons de nous projeter un peu sur ce droit à la déconnexion. Qu'est-ce que vous voyez comme tendance à venir dans un monde où on dit que on fait de moins en moins de télétravail, où les grandes entreprises, en tout cas, essayent de faire revenir leurs salariés au travail? Est-ce que ça veut dire moins de connexion? Est-ce que ça veut dire que, on sera amené justement à mieux respecter ce droit, à la déconnexion au détriment peut-être d'autres choses? Oui, je pense que c'est un rappel classique à finalement un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale, avec une incitation aussi, hein, derrière le droit à la déconnexion, sur la culture du dialogue en entreprise. Voyons-nous, parlons-nous, discutons, arrêtons d'envoyer des emails qui sont peut-être des injonctions différentes, et surtout lorsque j'envoie ces emails sur des périodes qui sont consacrées au repos. Tout ça crée des tensions inutiles. On peut très bien voilà, résoudre des situations par le biais de dialogue. Et donc, ça rejoint aussi le thème de se dire, effectivement, les entreprises, on en a un petit peu assez du télétravail, non pas parce qu'ils représentent, par ce qu'ils représentent, mais par le fait que si j'ai un salarié à distance, c'est peut-être un peu plus compliqué C'est difficile de d'avoir communiquer. ce que vous disiez, c'est-à-dire d'avoir la culture d'entreprise, de se voir, de se dire les choses. Partager la culture, faire intégrer les nouveaux entrants et puis continuer le dialogue, c'est peut-être plus facile en physique et pendant les horaires de travail que de le faire à distance pendant les week-ends, ce qui me semble du bon sens. On va conclure là-dessus. Merci Jean-Marc Albiol. Je rappelle que vous êtes avocat associé au sein d'Ogletree Dickens. Merci beaucoup Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez curieux et informés. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Be Smart for Change.